Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le neuvième épisode de Star Wars, étant également le neuvième épisode de la saga Skywalker, une saga commencée il y a 42 ans, on a d'ailleurs une belle référence à ça dans le film, est sorti le mercredi 18 décembre 2019 dans nos salles de cinéma. Je suis donc allé voir le film le jour de sa sortie, et j'ai alors pu me faire mon avis. Avis que je vais d'ailleurs vous partager aujourd'hui. Sachez en tout cas que ce dernier comprendra des spoilers, énormément de spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. Sur ce, commençons. L'épisode 9 de la saga Skywalker est pour moi un bon épisode, qu'on peut regarder facilement, on ne s'ennuie pas. En même temps, le film fait tout pour. Parlons maintenant de l'intrigue. On a une grosse intrigue qui se joue en un seul film. Dès le générique, on nous apprend que Palpatine est de retour, et qu'il a même envoyé un message de vengeance. Sachez en tout cas que le retour de Palpatine ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Dans la novélisation de l'épisode 7, Rey entend une voix au moment où elle a vaincu Kylo Ren qui lui dit d'achever ce dernier. Luke parle de Palpatine dans l'épisode 8 et la trilogie riposte laisse à penser que c'était prévu. En effet, Palpatine avait senti quelque chose dans les régions inconnues, quelque chose qui l'attirait. D'après le guide visuel de l'épisode 9, ce sont des adorateurs des Sith qui attendaient le retour de ces derniers. Palpatine apparaît d'ailleurs sur une étrange planète orageuse, Exegol, le monde secret des Sith. De mon côté, j'aime bien cette planète, et je trouve qu'elle a un petit côté Dromund-Kaas, une planète appartenant à l'Empire Sith dans l'univers légende. Pour se rendre sur Exegol, il faut nécessairement avoir en sa possession un orienteur Sith, ressemblant beaucoup à un holocron Sith, mais servant en réalité de carte conduisant à la planète. Dans le film, il y en avait deux en tout. Toujours par deux, ils vont. Le premier se trouvait sur Mustafar et appartenait donc à Vador, et le second dans la salle du trône de l'empereur à bord de la seconde étoile de la mort. De mon côté, je pense qu'on pourrait revoir les orienteurs dans la série de comics Dark Vador de 2020, se déroulant après les événements de l'Empire contre-attaque. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais maintenant vous faire part des points que j'ai particulièrement appréciés dans ce film. Tout d'abord, lorsque Rey retourne sur Ahch-To et s'apprête à jeter le sabre laser d'Anakin et de Luke dans le feu, Luke, en esprit de force, le rattrape et dit à Rey que cette arme mérite plus de respect. De mon côté, je ne l'ai pas pris comme une pique lancée à l'épisode 8. Je pense plutôt que Luke ne souhaitait pas que Rey répète son erreur passée. On a d'ailleurs eu un flashback dans lequel Luke et Leia s'entraînent au sabre laser dans leur jeunesse. J'ai trouvé ça très sympa. Luke ressort ensuite son X-Wing de l'océan pour que Rey puisse l'utiliser. Petit problème, le X-Wing a 4 ailes dans ce film, alors qu'il est censé n'en avoir que 3, puisque l'une d'entre elles a servi de porte pour la maison de Luke sur la planète. Autre scène que j'ai appréciée, le moment où Ben Solo tourne le dos au côté obscur. Il revoit son père Han Solo, qui lui dit qu'il n'est pas trop tard pour changer. Ben suit le conseil de son père et jette son sabre laser. J'ai trouvé cette scène très émouvante. Comme quoi, il fallait absolument que Han et Leia s'occupent de ramener leur fils du côté lumineux ensemble. Et c'est peut-être la scène que je préfère dans le film. Passons maintenant à Palpatine. Il sert à justifier toute l'histoire de la postlogie, et ça fonctionne en plus. Pourquoi Rey est-elle aussi puissante? C'est parce qu'elle est sa petite fille. Cependant, elle ne devrait tout de même pas pouvoir utiliser la force aussi facilement, sans avoir été formée. Je parle bien entendu de Rey dans l'épisode 7. Il existe en revanche une possibilité permettant de justifier qu'elle ait une facilité déconcertante à utiliser la force. Ce serait que Palpatine l'ait formée lorsqu'elle était toute petite, jusqu'à ce que ses parents décident de fuir Exegol et de cacher leur fille sur Jakku. Elle aurait donc été formée par l'empereur, à l'instar de Veilin par Valkorion dans l'univers légende. À l'image de Cal Kestis après l'Ordre 66, la connexion de Rey avec la Force aurait alors été endommagée. Le traumatisme serait ici, la fuite et la disparition de ses parents. Rey finirait cependant par la récupérer dans l'épisode 7, et cela donnerait tout son sens au titre du film, le réveil de la Force. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite théorie. Le film soulève de plus une question sur ce point. Qui est la grand-mère de Rey? En tout cas, certainement pas une femme faisant partie des nouveaux serviteurs de Palpatine, car sinon ça signifierait que le fils de Palpatine a eu sa fille quand il avait 10 ans, voire moins. Ce qui n'a aucun sens, je pense que nous sommes d'accord. Palpatine a donc dû avoir son fils bien avant sa mort dans le retour du Jedi. En ce qui concerne l'apparence de l'empereur dans le film, je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir représenté aussi affaibli. Il a des yeux blancs et des doigts en moins. Mais s'il est autant affaibli, cela soulève une autre question. Pourquoi est-il revenu dans cet état? J'avais prévu d'en parler dans une autre vidéo, mais je pense qu'on peut le faire ici, ce sera plus simple. Je me suis dit que Palpatine a peut-être utilisé la méthode Silo, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'individu meurt, sa conscience est transférée dans un autre corps.
On sait que Silo faisait partie des scientifiques qui intriguaient l'empereur. Ce dernier était en effet curieux de savoir ce que ces scientifiques pouvaient accomplir après la chute de la République galactique. Donc la méthode Silo est plutôt une bonne façon De tenir la mort en échec. mais puisque le scientifique est décédé en l'an 0, il demeure possible que Palpatine n'ait pas réussi à obtenir des résultats aussi aboutis après avoir chargé d'autres scientifiques de reproduire les travaux de Silo. Il est alors tout à fait possible que les scientifiques aient réussi à reproduire ce procédé pour lui créer un nouveau corps, et seulement un seul. Mais malheureusement pour lui, ça n'aurait pas fonctionné sur la durée, et à l'image des soldats clones subissant un vieillissement accéléré, Palpatine souffrirait d'une dégénérescence de son nouveau corps. Ce dernier commencerait donc petit à petit à se décomposer, comme c'est le cas de certains de ses doigts dans le film. Ce serait en quelque sorte un cadeau empoisonné. Ayant constaté que ses jours étaient comptés, l'empereur aurait alors cherché à s'assurer un héritage, quelqu'un digne de prendre sa place. On en arriverait alors à Rey. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Certes, ça m'étonnerait que Lucasfilm ait été chercher un moyen de ramener Palpatine dans la série de comics Dark Vador de 2015, mais ça demeure une possibilité à envisager. Surtout que c'est en transférant son esprit dans un clone que Palpatine a pu revenir dans l'univers légende à la suite de sa mort dans le retour du Jedi. Ou sinon, c'est peut-être l'autre hypothèse présentée dans le film, un rituel Sith. En tout cas, on est sûr d'une chose, Palpatine est bel et bien mort dans le retour du Jedi. Il le dit d'ailleurs à 2 reprises dans l'épisode 9. Peu importe la raison de son retour, Palpatine est à la tête d'un nouvel empire, se nommant l'Éternel Sith, ainsi que de nouveaux serviteurs qui attendaient le retour des Sith depuis longtemps. Il y a également de nouveaux soldats, dont les Jet Troopers Sith et les Sith Troopers. Et d'après le guide visuel du film, les légions de Sith Troopers portent chacune le nom d'un ancien seigneur Sith. À l'exception d'un seul, le dénommé Dark Tanis, ils sont tous issus de l'univers légende. On se retrouve donc notamment avec les légions suivantes. La 3e légion Revan, la 5e légion Andedu, la 17e légion Tanis, la 26e légion Tenebrous, la 39e légion Phobos et la 44e légion des Zolus. Pour une des autres légions, je pencherai pour la 1re légion Sidious, étant donné que Palpatine avait prévu de léguer son empire à Rey. Il serait alors tout à fait logique de donner son propre nom Sith à une des légions de Sith Troopers. Et je pense aussi qu'il doit exister une légion Plagueis, ce ne serait pas surprenant. Gardez bien ça à l'esprit cependant, ce sont leurs noms qui ont été canonisés, pas leur apparence ou ce qu'ils ont accompli, du moins pas encore. Par exemple, le fait que Dark Plagueis soit un Myun dans l'univers légende peut ne pas être conservé dans l'univers officiel. Et puisqu'on parle de seigneurs Sith qui ont été canonisés grâce à ce film et à son guide visuel, avez-vous remarqué cette statue ressemblant fortement à Dark Nihilus, le seigneur de la faim dans le film? Tout ça, à mon avis, est une mise en bouche pour nous préparer à une arrivée prochaine de la période de l'Ancienne République. Quoi qu'il en soit, j'espère que nous aurons plus d'informations sur l'Éternel Sith à l'avenir, peut-être dans un futur livre ou dans une future série. J'ai bien aimé ensuite lorsque Palpatine s'est servi de Rey et Ben pour se régénérer. Il retrouve ses yeux jaunes Sith, ses doigts perdus, ainsi que sa puissance. Ça montre qu'il a conservé son côté « j'ai un plan A, et si le plan A échoue, j'ai tout de même prévu un plan B ». Au départ, il souhaitait que Rey le tue, et prenne sa place en tant qu'impératrice. Et ensuite, voyant qu'elle ne désire pas prendre sa place, il se sert de l'énergie de Rey et de Ben Solo pour se régénérer, et ainsi remettre le véritable empereur de la galaxie sur le trône. Franchement, bien joué de ce côté-là. J'ai par conséquent bien aimé Palpatine dans ce film. Puisqu'ils sont apparemment liés à Palpatine, parlons des Chevaliers de Ren. Alors oui, je sais, ils se contentent d'observer sans rien faire pendant la majorité du film, avant de finalement se faire éliminer par Ben Solo avec une facilité déconcertante. Oui, ils servent aussi de garde prétorien bis, le guide visuel confirme ça. Mais en même temps, que vouliez-vous qu'ils fassent d'autre dans le film? Ça reste cependant dommage, je l'admets, qu'ils n'aient même pas eu droit à un beau combat. Au moins, on a plus d'informations sur eux grâce aux comics The Rise of Kylo Ren, et surtout grâce au guide visuel de l'épisode 9, qui révèle le nom de tous les chevaliers de Ren, ainsi que leur personnalité. C'est déjà ça de gagner. Dans le guide visuel, on a plus de détails également sur Ochi de Bestoun, le meurtrier des parents de Rey, et il nous est révélé qu'il s'agit d'un acolyte de l'au-delà. Et oui, un acolyte de l'au-delà, comme ceux présents dans la trilogie Riposte. Dans ce cas, ça veut probablement dire qu'il n'est pas le seul. Et donc, peut-être que les Chevaliers de Ren sont bel et bien des acolytes de l'au-delà, eux aussi. D'autant plus que dans le premier numéro du comics The Rise of Kylo Ren, il y a quelque chose qu'a dit Ren, l'ancien chef des Chevaliers de Ren, qui a attiré mon attention. À un certain moment, il dit « te laisser consumer par l'ombre », c'est comme ça qu'il appelle la force, prendre part à ses combats,
préserver ses outils et manger ce qu'elle t'offre. Et préserver ses outils fait partie des activités des acolytes de l'au-delà, notamment en ce qui concerne les casques et les sabres laser. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo théorie explorant la possibilité que les chevaliers de Rennes soient d'anciens acolytes de l'au-delà. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Passons maintenant à Kylo Ren. Après tout, c'est lui, le chef des chevaliers de Rennes. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il ait reconstruit son casque. À mon avis, dans l'épisode 8 et au début de l'épisode 9, Kylo ne se sentait pas digne de Vador et a donc décidé de détruire son casque. Puis, lorsqu'il a rencontré Palpatine, il a décidé de finalement le reconstruire, se sentant davantage digne de son grand-père Dark Vador qu'auparavant. C'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, puisqu'il est le chef des chevaliers de Rennes, et que ces derniers portent tous un casque, il se doit d'avoir lui aussi son propre casque. Et oui, c'est un symbole d'appartenance. C'est comme si Kylo et les chevaliers de Rennes appartiennent à un groupe de bikers. À part cela, j'ai trouvé l'évolution de la connexion entre Rey et Kylo Ren très intéressante. Dans le film, ils parviennent à s'affronter au sabre laser, tout en se trouvant chacun dans un endroit différent, et peuvent même se passer des objets comme un sabre laser. Par ailleurs, plusieurs scènes du film m'ont fait sourire. Je pense notamment à la scène dans laquelle Poe allume sa lampe torche pour imiter Rey. Mais il y a une scène où j'ai failli éclater de rire. Le moment où Palpatine projette une énorme salve d'éclairs sur les vaisseaux de la Résistance. Il a neutralisé leur flotte à lui seul, je ne m'y attendais pas. En même temps, il nous avait prévenu dans la revanche des Sith. Je veux absolument cette aptitude dans Battlefront 2. Du coup, c'est dommage qu'il n'ait pas refait ça face à Rey. Puisqu'on parle du Sénat. C'est moi le Sénat. Parlons de l'affrontement final. Tout d'abord, la flotte du Dernier Ordre, des destroyers impériaux équipés de canons capables de détruire une planète. Pourquoi pas? Palpatine a eu une trentaine d'années pour développer ça, donc ça me va. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une immense flotte, fonctionnant comme une voiture radiocommandée pour quitter Exegol. Sérieusement, il faut juste neutraliser une tour de guidage et c'est terminé. Ils sont faits comme des rabompes et se retrouvent alors à la merci de la flotte ennemie. La tour de guidage est détruite, les vaisseaux sont immobilisés et se font détruire un à un. Fin. Tu as eu 30 ans, Palpatine. Tu aurais pu créer des destroyers n'ayant pas besoin de quitter une planète grâce à un signal radio. J'ai cependant bien aimé l'idée que de nombreuses personnes dans la galaxie se rebellent contre l'éternel Sith. Très sympa au passage la présence de Wedge Antilles à bord du Faucon Millennium. Passons maintenant à Rey et Palpatine. Après s'être rendu sur Exegol grâce à l'orienteur de Vador, Rey rencontre Palpatine. Ce dernier, maintenu en l'air par une perche à selfie, désolé, j'ai cherché le nom de l'engin qui le maintenait en l'air dans le guide visuel du film, mais je ne l'ai pas trouvé, donc je reste avec la perche à selfie. Bref, Palpatine, maintenu en l'air par sa perche à selfie, demande à Rey de le tuer afin qu'elle puisse perpétuer l'héritage des Sith. Elle refuse et finit par être rejointe par Ben Solo. Palpatine absorbe alors une partie de leur énergie vitale pour se régénérer et envoie Ben au fond d'un trou. Après cela, Rey, poussé par les voix d'anciens Jedi, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Mace Windu, Kanan Jarrus, Luminara Unduli, Ayala Secura, Adi Gallia, Qui-Gon Jinn et Ahsoka Tano, parvient à repousser les éclairs de Palpatine en utilisant les sabres laser de Luke et Leia. Ce qui conduit à la mort de Palpatine, ce qui aboutit à la destruction de la reine, ce qui tue tous les serviteurs de Palpatine, et ce qui conduit par-dessus le marché à la mort de Rey. Ben Solo ressort enfin de son trou, lui donne son énergie vitale, Rey lui s'embrasse, et Ben meurt. Ou plutôt ne fait plus qu'un avec la force. Il donne sa vie pour Rey, littéralement. Un sacrifice héroïque. Personnellement, j'aurais tout de même préféré que Ben serve à quelque chose lors du combat, d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, j'ai trouvé très sympa d'entendre les voix de tous ces Jedi. C'est d'ailleurs assez surprenant d'avoir entendu celle de Kanan Jarrus et d'Ahsoka Tano. Concernant cette dernière, ça voudrait dire qu'elle est décédée à l'époque du 9e opus. J'ai donc une question. Quand saurons-nous ce qui lui est arrivé après la fin de Rebels? Et plus surprenant encore, nous avons entendu les voix de Luminara Unduli, d'Ayala Secura et d'Adi Gallia, bien que ce soient des personnages qui n'ont jamais sorti un seul mot dans les épisodes de la prélogie. On les entend en revanche assez souvent s'exprimer dans The Clone Wars. Du coup, je me suis dit que les fans de Ki-Adi-Mundi risquent d'être déçus qu'on n'entende pas sa voix lors de cette scène. L'offensive droïde contre les Wookiees. Le fait qu'Anakin Skywalker dise à Rey de rétablir l'équilibre comme il a fait auparavant, c'est bien aussi, car c'est lui qui donne clairement pour mission à Rey de ramener l'équilibre dans la Force une nouvelle fois. Grâce au soutien de tous ces Jedi, Rey a donc pu éliminer l'Empereur, comme si elle lui avait lancé un Genki-Dama. Je suis cependant déçu par le fait qu'ils n'apparaissent pas et qu'on entende uniquement leur voix.
C'est la fête, les mondes sont libérés du joug tyrannique de l'empereur, on aperçoit au passage Bespin, la lune forestière d'Endor et Jakku. Mais pas de Naboo ou de Coruscant cependant. Nous en arrivons à la fin du film. Rey se rend sur Tatooine et enterre les sabres laser de Luke et Leia près de la ferme des Lars. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. Désolé Anakin. Une femme âgée, qui passe par là par un pur hasard, la ferme des Lars est située en plein dans le désert de Juneland, donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait là, lui demande son nom. Et après avoir vu Luke et Leia en tant qu'esprit de force, Rey répond « Je suis Rey Skywalker ». Avant de rebondir sur ce Rey Skywalker, je souhaite rebondir sur la seule présence de Luke et Leia en tant qu'esprit de force. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'épisode 9 se veut comme la conclusion de la saga Skywalker. J'ai bien insisté là-dessus en début de vidéo. Et qu'est-ce qui fait partie de la saga Skywalker ? La prélogie, la trilogie originale et la postlogie. Il s'agit par conséquent ici de rendre hommage à toute la saga dans un ultime épisode conclusif. C'est plutôt réussi de ce côté-là. Et surtout dans une scène finale mémorable. Je vous explique donc ce qui me gêne dans cette scène. Si les Jedi des anciennes générations ont voulu aider Rey lors du combat contre l'Empereur, pourquoi ne sont-ils pas présents aux côtés de Luke et Leia à la fin du film ? Voici tous ceux qui auraient dû être présents, en plus des deux que j'ai cités précédemment. Anakin Skywalker, c'est quand même l'élu, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Qui-Gon Jinn, c'est lui qui a découvert comment devenir un esprit de force, et même Ben Solo. Ben Solo qui a sauvé Rey en lui offrant sa vie et qui n'a ensuite fait plus qu'un avec la force. Pourquoi ne sont-ils donc pas présents ? Bonne question. Et on pouvait aussi rajouter les autres Jedi dont nous avons entendu les voix. Cela aurait rendu la scène finale beaucoup plus belle et ça aurait été une belle photo de famille, en quelque sorte. De quoi bien conclure la saga Skywalker. Cela n'a pas été fait, donc tant pis. Mais à mon avis, il aurait fallu au minimum mettre Ben Solo à la fin aux côtés de Luke et Leia. Je vais maintenant finir en ce qui concerne l'intrigue, avec la dernière phrase de Rey, à savoir « Je suis Rey Skywalker ». On pouvait s'y attendre après tout, puisqu'elle a déjà pris pas mal à la famille Skywalker Solo. Le Faucon Millenium de Han Solo, le sabre laser de Luke et Anakin, l'énergie vitale de Ben Solo, et désormais le nom Skywalker. C'est d'ailleurs très respectueux de la part de Rey d'avoir pris ce nom. En effet, elle rend parfaitement hommage à ses deux parents, qui ont tout fait pour qu'elle échappe à son grand-père, et qui se sont fait assassiner à cause de ça. Je sais bien que c'est pour rendre hommage à ses mentors Luke et Leia, mais je ne suis cependant toujours pas convaincu. Elle aurait pu à la place conserver le nom de Palpatine afin de rendre hommage à ses défunts parents, et pour changer la connotation de tyran associée à ce nom. Si elle avait répondu Rey Palpatine, cela aurait signifié que malgré qu'elle soit la petite fille de Palpatine, à savoir un monstre manipulateur, destructeur de planètes, esclavagiste et kidnappeur en puissance, elle accepte tout de même ses origines et cela aurait ainsi rendu parfaitement hommage à ses parents. Après tout, n'est-ce pas en partie cela, l'âme de la saga Star Wars ? Accepter ses origines, malgré qu'elles soient sombres et qu'elles nous terrifient ? Je suis ton père. Prenons un exemple. Luke ne s'est pas renommé Kenobi après avoir appris que Vador est son père. Il a accepté ses origines et a conservé son nom de famille, Skywalker. À part ça, Rey a un nouveau sabre laser jaune et je trouve que c'est une bonne idée. C'est la première fois qu'on voit cette couleur dans un film et elle a visiblement utilisé son bâton pour le construire. Sachez en tout cas que la couleur jaune représente la volonté de détruire le côté obscur. Ça apporte un peu de fraîcheur, tout comme plusieurs pouvoirs de la force qui font leur première apparition dans un film. On va maintenant passer à une question auquel le film semble ne pas répondre. Je dis semble, car en fait, c'est plus compliqué que ça. En effet, nous ne savons pas ce que voulait dire Finn à Rey dans le film. Pendant tout le dit film, il affirme que ce n'est pas le bon moment, mais au final, il ne le dit même pas. Serait-ce quelque chose que le film a fini par oublier ? En fait, non. On ne nous le dit pas pendant le film, mais on nous le montre à plusieurs reprises. Finn est sensible à la force, et c'est ce qu'il comptait dire à Rey. J.J. Abrams l'a d'ailleurs récemment confirmé. Une révélation qui n'est qu'en partie surprenante, car dans l'épisode 7, Kylo Ren s'arrête devant Finn et l'observe longuement, et il en fait également de même dans le comics L'ère de la résistance, Finn. Ren devait donc avoir senti que Finn est sensible à la force. Et puisqu'on parle de la force, parlons de la scène au sein de laquelle Rey et Kylo Ren tentent respectivement d'attirer le transport de troupes et de lui permettre de partir grâce à la force. Je sais que certains vont trouver que ce n'est pas normal qu'il soit capable de faire tout ça sur un transport, mais comme le dit Yoda, Taille importe peu.
et c'est d'ailleurs quelque chose qui a déjà été fait dans le canon par les inquisiteurs 5e frère et 7e sœur. Et si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous que dans l'univers légende, l'apprenti de Vador, le dénommé Starkiller, parvient à faire s'écraser un destroyer à l'aide de la force. C'est sûr que c'est beaucoup plus gros qu'un transport. Dernier point dont je vais parler, le général Armitage Hux. Et oui, ayons une pensée pour ce personnage qui a voulu se la jouer Calus, mais qui se fait juste one-shot par le général allégeant Henrik Pride. Nous ne t'oublierons jamais, Hux. La saga Skywalker est à présent terminée. À son terme, ton règne est arrivé. J'ai désormais hâte de regarder The Mandalorian. Oui, je n'ai toujours pas regardé la saison 1. Pas encore. La saison 7 de The Clone Wars, les séries sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor, ainsi que la trilogie débutant en 2022. Surtout si c'est sur l'époque de l'Ancienne République. Et bien entendu, hâte d'en savoir plus sur comment l'empereur a fait pour revenir, avec qui il a eu son fils, et sur les nouveaux serviteurs de Palpatine. J'espère que ça arrivera dans une série qui pourrait d'ailleurs être plus sombre que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Personnellement, je ne dis pas non. Une série sur Rey et son nouvel ordre Jedi serait également intéressante. En tout cas, l'ascension de Skywalker apporte beaucoup au lore de l'univers canon de Star Wars, tout comme l'a fait Rogue One. Par ailleurs, on a vraiment beaucoup d'informations qui sont données dans le guide visuel du film, donc en toute franchise, c'est très impressionnant. Impressionnant. Très impressionnant. Néanmoins, Palpatine n'a pas de pages qui lui sont consacrées dans ce livre, tout comme Tarkin et Leia pour le guide visuel ultime de Rogue One. Dommage, mais ça reste le seul point que je reproche au livre. Et voilà les amis, c'était mon avis sur l'ascension de Skywalker. Comme vous avez pu le constater, j'ai globalement bien aimé le film, bien que je reste déçu par certains points. Je considère d'ailleurs ce film comme étant le meilleur de la post-logie. Je voulais vraiment vous donner mon avis dans son intégralité pour que vous sachiez ce que j'en ai pensé. De votre côté, que vous ayez aimé le film ou non, que ce soit dans son ensemble ou en partie, n'est pas un problème. C'est grâce à cette diversité des avis que nous allons pouvoir en discuter ensemble. N'hésitez donc pas à me donner votre avis complet sur ce film en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Un grand merci à tous pour tous ces beaux moments que nous avons passés lors de cette année 2019. J'espère que nous continuerons justement à passer de bons moments sur cette chaîne pendant l'année 2020, et que cette dernière sera riche en nouveautés Star Wars. Je vous souhaite donc une très bonne année 2020. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.